Aujourd'hui, c'est encore la Fashion Week à Paris. Je dis encore parce qu'à chaque fois que je dis que c'est la Fashion Week, on me répond que c'est toutes les semaines. Et en vrai, vous avez pas si tort que ça de le penser. Aujourd'hui, on peut compter à peu près genre 100 Fashion Week dans l'année. Alors attention, il y en a des plus ou moins officielles que d'autres, mais principalement, on va dire qu'on en compte 20 des semaines de la mode. Sur 52 semaines dans une année, c'est déjà pas mal. Et si aujourd'hui les différentes Fashion Week dans le monde sont des événements clairement majeurs dans la culture et surtout de plus en plus accessibles, et ben vous allez voir que c'était pas forcément le cas au début. En tout cas, on va voir tout ça ensemble. Moi, c'est Peter Anoma, bienvenue sur Anoma Core et c'est parti pour l'histoire de la Fashion Week. Alors avant de parler de ce que c'est la Fashion Week, on va se faire un petit retour dans le temps. À l'époque, la Fashion Week, ça n'avait rien à voir. En fait, ce nom n'existait même pas encore. C'était les créateurs de grandes maisons à l'époque qui avaient leur propre salon dans lequel des invités souvent de prestige venaient. Et du coup, durant ce genre d'événement, des grandes maisons comme celle de Charles Frederick Worth, un couturier britannique installé à Paris, vont présenter leurs nouvelles créations dans des hôtels particuliers ou des ateliers, souvent décorés à la manière bourgeoise, et des clients riches ou des acheteurs étrangers viennent assister à la prestation. À l'époque, vous en doutez, on n'a pas de public. Alors on est dans le Paris de la fin du 19e, voire du début du 20e siècle, autant vous dire que l'élitisme il est à son paroxysme et que c'est pas n'importe qui peut venir assister à ces défilés. Le peu de journalistes qui sont autorisés à venir sont très contrôlés, ils ne peuvent pas reporter tout ce qu'ils veulent. Pareil pour les croquis, ils sont très surveillés pour éviter les reproductions. Et là on est clairement sur de la haute couture. C'est de la présentation de savoir-faire, les invités peuvent regarder le tissu de près, voire le toucher, ou même en demander des modifications. Bref, c'était une niche vraiment inaccessible et surtout pour une certaine élite. En 1895, Charles Worth il va décéder. Alors derrière lui il va laisser un véritable empire, même si de son vivant il était déjà big. Il avait des clients notables comme l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III à l'époque, empereur de France, également mère de Louis-Napoléon Bonaparte, et sa clientèle s'étendait dans toute l'aristocratie européenne. On reste toujours dans quelque chose de très élitiste, mais pour être validé par ces classes-là, fallait quand même être quelqu'un un minimum. Et ça en dit long sur le savoir-faire et la qualité de ses créations. À sa mort, donc, ses fils Gaston et Jean-Philippe vont poursuivre l'activité jusque dans les années 20, et des musées du monde entier, comme le Metropolitan Museum of Art, conservent aujourd'hui et exposent ses créations, en signe de son impact et de son héritage clairement indiscutable. Mais son héritage, il sera pas que matériel, puisque 50 ans après sa mort, ses idées, notamment par rapport au défilé, vont servir d'inspiration à une femme que vous connaissez peut-être et qui est connue comme étant la créatrice de la Fashion Week telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça commence pas à Paris, mais à New York. En fait, en 1943, si vous avez un petit peu révisé vos cours d'histoire, c'est la guerre. C'est la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait que les Américains ne peuvent pas se rendre en Europe comme ils le souhaitent. Du coup, Paris, ça devient la capitale de la mode, et le monde entier a les yeux rivés sur la France. Alors il y a une journaliste américaine qui s'appelle Eleanor Lambert, qui va avoir une idée. Elle va créer une semaine, durant laquelle les plus grands talents américains vont se réunir pour présenter leur collection. Et Madame Lambert, elle sort pas de nulle part. Eleanor est née en 1903 dans l'Indiana aux États-Unis, et elle travaille dans le journalisme. En fait, elle est publiciste. Elle fait la promotion de l'art et de la mode dans la presse. C'est vraiment une figure qui va permettre l'expansion de la mode aux États-Unis, notamment en se détournant un petit peu du modèle parisien. Il y a Shanice qui a fait une superbe vidéo sur elle, je vous laisse aller la regarder, après celle-ci quand même. En tout cas, dans les années 30, c'est la première à officiellement représenter les artistes et les designers auprès de la presse internationale. En clair, en Amérique à l'époque, la mode c'était pas vu comme les beaux-arts. Il a donc fallu lui redonner ce prestige, tout en s'affranchissant des codes parisiens qui régissaient d'une certaine manière jusque-là la haute couture à l'international. Elle créera donc la Fashion Press Week. Le nom en entier c'était la Fashion Press Week, mais à partir des années 50 jusqu'aux années 70, c'était plus qu'une histoire de presse. Clairement, les détaillants du monde entier venaient, des clients particuliers aussi. En fait, le terme presse était devenu trop réducteur pour un événement qui à ce moment-là se transformait en un véritable outil commercial structuré. Donc on a enlevé le press et maintenant c'était juste la Fashion Week. Et avec le temps, ça va se démocratiser dans 4 grandes villes qu'on appelle le Big Four des Fashion Week. New York donc, évidemment Paris, Milan et Londres. Chacune de ces villes a un petit peu sa particularité. Paris, c'est la haute couture et l'artistique comme on le connaît. Milan, ça va être les premiers à briller par la mode industrielle et notamment le prêt-à-porter. Londres, c'est le côté beaucoup plus expérimental de la Fashion Week. Bref, maintenant, il n'y a plus que New York qui est au centre de toute une semaine pour la mode. Dans tout ça, bien sûr, il y a différentes institutions qui vont permettre l'officialisation du terme. À New York, c'est le CFDA, Council of Fashion Designers of America. En France, ce qui va permettre ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Fédération de la haute couture et de la mode. À l'origine, elle a été créée en 1868 et elle s'appelait la Chambre syndicale de la haute couture. Son rôle donc c'était de protéger les maisons parisiennes, de lutter contre la copie, mais aussi et surtout établir des critères stricts pour le label haute couture. Et oui, beaucoup pensent que la haute couture c'est un style, mais en réalité c'est un label protégé par l'État français qui tient à des critères clairs et c'est pas tout le monde qui peut y entrer. Pour être légitime, il faut avoir un atelier basé à Paris, logiquement, employer un nombre minimum d'artisans,
présenter au moins 2 collections par an et proposer des pièces sur mesure, avoir un minimum de look. Bref, la haute couture c'est pas donné à tout le monde et c'est d'ailleurs pour ça que par la suite, lorsque la Haute Couture Week sera créée, une semaine dédiée à la haute couture uniquement et qui arrive que 2 fois par an uniquement à Paris du coup, et bah forcément on a beaucoup moins de marques dans le calendrier. Et désormais donc on aura une séparation entre la haute couture et le prêt-à-porter. Même si bon, aujourd'hui ça se mélange un petit peu. Mais bon, tout ça c'est une histoire d'institution et d'officiel. Vous comprenez pourquoi tout le monde ne peut pas forcément faire la Fashion Week comme il le veut. Il y a plusieurs étapes à passer et il faut être validé par certaines instances. Tout à l'heure donc je vous disais qu'il y avait à peu près une vingtaine de Fashion Week dans l'année, mais que ça pouvait monter à 100, bah je vous ai pas menti. Si on prend les 4 grandes villes, Paris, New York, Milan et Londres, avec les collections de prêt-à-porter pour hommes et pour femmes, automne-hiver, printemps-été, mais également pareil pour la haute couture, plus toutes les petites villes, on en parlera un peu plus tard, qui vont commencer à développer leur Fashion Week dans leur pays, vous vous rendez compte que ça commence à faire beaucoup et c'est pour ça que vous avez l'impression que c'est tout le temps. Parce qu'en réalité, bah c'est un peu le cas. Retour donc à la Fashion Week qui ne fait que de croître, puisqu'on arrive maintenant dans les années 90, qui est pour beaucoup le prime de la semaine de la mode. Et il y a quelques raisons pour lesquelles cette période elle est considérée par beaucoup comme le prime et une époque qu'on revivra presque jamais. Déjà, on voit l'arrivée de créateurs qui vont changer le cours de la mode. Alors il y en a beaucoup, mais pour vous citer des figures majeures et incontournables, on a Gianni Versace avec le glamour et l'opulence, les défilés spectaculaires, colorés, sexy. C'est le début de l'usage des célébrités en front row pour maximiser l'impact médiatique. À l'époque, comme vous le savez, c'était surtout des acheteurs et des clients. Là, on met le paquet et la mode devient de plus en plus médiatisée. Versace, c'est vraiment une maison qui aura permis de transformer la Fashion Week en véritable podium. C'est devenu un spectacle attendu. Comment ne pas vous citer Alexander McQueen avec ses défilés qui sont des performances de provocation, très conceptuelles, dramatiques, voire théâtrales, des scènes politiques et profondes. C'est aussi l'un des premiers à ramener la mode dans le côté immersif. On peut penser au fameux RoboPaint où une robe était peinte en direct, une performance qui sera même reprise des années plus tard à la Fashion Week. Je peux vous citer John Galliano pour la narration et l'extravagance, Karl Lagerfeld pour ses décors, ou encore Yohji Yamamoto et Reikawa Kubo avec cet avant-garde japonais, des jeux sur les volumes, des silhouettes asymétriques. En fait, dans les années 90, c'est là que la Fashion Week va passer d'un simple événement pour les acheteurs et les passionnés à un véritable événement majeur de la pop culture. Eleanor Lambert a réussi sa mission. La mode est devenue un art à part entière et considéré dans le monde entier. Mais les créateurs, c'est pas la seule raison de cette expansion, puisque c'est également l'ère des supermodèles. Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Linda Evangelista. En fait, en clair, à ce moment-là, on n'est plus juste sur des modèles qui vont porter un vêtement. Elles incarnent réellement une personnalité, elles deviennent même encore plus iconiques que des actrices d'Hollywood. Tout le monde se les arrache. La Fashion Week, c'est devenu l'équivalent de jouer dans un grand film. Au début, les gens venaient voir les vêtements et le savoir-faire, puis la performance et la signification derrière les défilés, et maintenant, on venait en plus voir des personnalités fortes sur les podiums. Et ça ajoute un plus parce qu'on a de la personnalité. Ça crée un sentiment d'attachement, voire d'identification. On y reviendra après, mais c'est un peu les prémices de l'ère de l'influence. Tu vas plus forcément t'intéresser à une maison juste à cause de ses vêtements, mais aussi des figures qui les incarnent. Et ça a tout changé. Et tout ça, ça va prendre une toute autre tournure dans les années 2000. Et ouais, qui dit années 2000 dit Internet, la mode est surmédiatisée. Et donc, la Fashion Week aussi. Les reportages, les couvertures de mag, les unes, la mode est partout. La mode devient une industrie et cette semaine de la Fashion Week va vraiment lui permettre de capitaliser là-dessus. En front row, donc, tu auras des stars d'Hollywood, parfois des sportifs, des personnalités publiques de l'époque. Et tout ça, c'est poussé par les empires LVMH et Kering, des grands groupes de mode donc qui vont gérer plusieurs marques à la fois et qui vont vraiment participer au fait de rendre la mode comme l'industrie qu'elle est aujourd'hui en fait. Avec Internet, donc on aura les premiers blogs sur la mode, mais également les photos et vidéos backstage, mais aussi et surtout des rediffs accessibles des défilés. Plus on avance, plus la mode devient accessible pour le grand public. Comme je vous ai dit plus tôt, les années 2000, c'est aussi et surtout Internet et c'est ça qui va permettre à d'autres villes d'être mis sur la carte de la Fashion Week. Tokyo, Shanghai, Séoul, par la suite Berlin ou encore Sydney. C'est des villes qui font pas partie du Big Four mais qui vont commencer à avoir de la résonance quand même. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la mode, notamment dans les milieux artistiques, et je pourrais vous parler du hip-hop, puisqu'aux abords des Fashion Week, on va voir de plus en plus de rappeurs. En même temps, à l'époque, il y en a beaucoup qui étaient déjà branchés avec le milieu de la mode, Kanye, Pharrell, Lil Wayne, des mecs qui avaient déjà leur style, mais également leur influence, tellement qu'à un moment donné, on se demandera même s'ils ont pas fait plus de Fashion Week que de concerts. Aujourd'hui, la Fashion Week, c'est un événement connu et reconnu, mais c'est pas tout le monde qui sait ce qui s'y passe. On est aussi à une ère où, de manière générale, dans l'art, on laisse beaucoup plus de place aux indépendants, donc il y a beaucoup de défilés qui s'organisent sans pour autant être dans le calendrier officiel de la Fashion Week, et contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, parfois, ça vaut vraiment le coup d'y aller, voire plus que pour les grosses marques. Les plus puristes vous diront que la Fashion Week, ça a totalement perdu de son essence aujourd'hui et que plus personne n'y va pour les bonnes raisons. Personnellement, ça fait que 1 an que je suis invité à des shows, donc j'ai pas tellement pu voir la différence entre les décennies précédentes et maintenant, mais c'est sûr que comme toute industrie ou événement grandissant,
et bah maintenant il y a des gens qui vont juste pour voir des stars, pour prendre des photos, ou juste pour dire qu'ils y étaient, sans pour autant s'intéresser à la mode et aux maisons en tant que telles. En tout cas, la Fashion Week, c'est devenu vraiment le rendez-vous de tous les créatifs. Aujourd'hui, de manière personnelle, je suis un petit peu lassé des différents défilés que je peux voir, du moins dans les grandes maisons. J'ai l'impression que ça tourne un petit peu en rond et qu'on arrive à un point mort. Peut-être que c'est la raison pour laquelle on a autant de DA qui changent ou qui partent tout simplement du milieu de la mode ou de certaines maisons. Mais à l'inverse, je suis de plus en plus surpris par les créateurs indépendants. En tout cas, voilà, maintenant vous savez pourquoi il y a autant de Fashion Week, pourquoi ça a l'air d'être tout le temps, pourquoi est-ce qu'on dirait que toutes les marques la font, mais à la fois la font pas, mais qui ont différentes collections. Qu'est-ce qu'on peut en attendre pour les prochaines années? Je pense qu'on verra davantage de créateurs indépendants faire leur propre show, voire transformer les shows en différentes autres choses. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver. Je suis également sur TikTok et sur Insta. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt.